Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media, l'hebdo, le huitième déjà de la saison. Pour m'accompagner, il est là, il est frais, il a plein de choses à dire, on a des sujets importants à discuter. C'est mon ami Lucas. Comment ça va, Lucas? Ça va très bien, et toi, le plus serbe des Limougeaux? Bah écoute, ça va, plutôt très bien, plein de Petite choses. série de victoires, là. On se porte bien, écoute, on est toujours plein de mesures à l'intérieur, on est comme ça, mais ça va. On a passé une bonne semaine, je dois l'avouer, on a passé une très bonne semaine du côté du Partizan. Toi, du côté de l'Asvel? Ça Mi-figue, va, mi-raisin? j'ai promis l'épisode précédent de ne pas parler d'arbitrage, donc je n'en parlerai plus, parce que le karma a l'air de vouloir me faire, voilà. Non, on a une très belle victoire à la LDLC Arena. Bien. Prestige en plus, contre le Real. Comme vous en avez l'habitude, vous allez tout de suite vous abonner à nos réseaux sociaux, vous faites un tour, la chaîne YouTube, continuez de faire monter tout ça, les petits abonnements aussi sur X, parlez-en autour de vous, tout ça c'est clean, vous connaissez. Ensuite, le menu de cette semaine, les news comme d'habitude, quelques petites news par-ci par-là, c'est un peu plus léger que d'habitude au niveau des news, Ouais. mais c'est important. Ce qu'on a retenu de la semaine, double semaine, J13, J14, on a quelques pistes pour vous orienter, et enfin, la discussion. Vous l'avez probablement vu dans le titre, probablement vu la miniature que Dame nous aura fait aux petits oignons. On va parler Final Four, on va parler des Émirats Arabes Unis, on va aller du côté là-bas, bien plus là-bas. Voilà, bon, on va se le garder pour la fin. On va partir sur les news, c'est parti. Et au niveau des news, on a tout de suite la mauvaise nouvelle pour l'Olympiakos, c'est la blessure. Enfin, blessure. Pas vraiment une Ouais, blessure. voilà. On va considérer que c'est une blessure, mais aux dernières nouvelles, c'est un virus qui va traîner un petit moment et qui va l'empêcher de terminer la saison. C'est Moses Wright qui est donc out. Ça y est, c'est officiel. Il a été un petit peu mis en avant lors du dernier match de l'Olympiakos où ils l'ont fait venir au milieu du terrain et ils ont fait le communiqué. Donc, il est out pour le reste de la saison. Et dans les pistes, on avait déjà eu entendu Kyle Alexander, on avait Gabe Olaseni, et finalement, il y a une autre piste qui est interne à la Grèce. C'est Nate Watson. Oui, j'en suis pas peu fier parce que je l'avais annoncé en février dernier. C'était un joueur qui était passé du côté En du FMP mars Belgrade. 1942, Il était passé donc du côté du FMP Belgrade avec Hugo Besson, qu'on salue. Et donc cette année, il joue en Grèce pour 15,2 points, 7,2 rebonds de moyenne, 17 dévals, voilà, dans une équipe méconnue de Grèce. Petit clin d'œil, en plus d'avoir joué avec Hugo Besson, il sort de la fac de Providence, fac de... moi. Ah. Non, d'Alpha Diallo, Je suis nul qui... en fac, mais tu veux plus. Fac d'Alpha D'autant Diallo, plus que le je regarde que la monégasque. meilleure ligue du monde maintenant, donc vraiment, ça... Voilà, donc ça Je joue pourrait être plus à Nate Touquet, moi, Watson. monsieur. Eh, dommage. Voilà pour le remplacer, c'est une piste en tout cas qui est explorée par l'Olympiakos. Une bonne nouvelle du côté de Zvezda, un petit peu de baume au cœur du côté de l'Étoile Rouge, avec le probable retour de Joël Bolomboy. Qu'est-ce qui manque à cette équipe? Mon Dieu, qu'est-ce qui manque? Il n'est plus là depuis la quatrième journée Ça et s'est je vu un petit peu. léger, léger dans les résultats. Et donc Joël Bolomboy devrait faire son retour du côté de Belgrade lors de la journée. C'est 17, je crois, il me semble. Non, oui, 16 même. Contre l'Anadolu, voilà. Il devrait retrouver les parquets, donc on est très content de revoir Joël Bolomboy. Enfin, nouvelle news, nouveau coach qui saute. À croire qu'en ce moment, chaque épisode, on va avoir un petit coach qui saute. C'est Luca Banchi. Ça y Bon, est, je croise les doigts. il est coupé du côté de la Virtus. Un bilan plutôt catastrophique en ce début de saison. Il laisse la Virtus avec Deux victoires, 2 victoires, ouais, 13 bah, 12 12 défaites. défaites. Et encore, le dernier match, il l'a pas coaché, puisque c'était un assistant qui Ouais, l'a pris en main. Et donc, pour le remplacer, le club a fait le choix. le douche. Comment dire? C'est avant-gardiste, c'est la nouvelle génération. C'est Duško Ivanović, voilà, qui ne fera pas son retour à Baskonia pour le moment, mais qui s'est engagé avec la Virtus. Qu'est-ce que t'en penses? Encore. Ça fait beaucoup, là, non? Non, vraiment, c'est...
C'était un sujet qu'on voulait faire en début de saison, mais ça serait bien de se pencher sur des profils qui n'ont jamais expérimenté l'Euroleague aussi à un moment. C'est un peu, je trouve, le constant souci des coachs de cette valse qu'on a en Euroleague et qui, bah, justement, pousse parfois les clubs à conserver jusqu'à la fin de la saison, même si ça va mal. Mais on a toujours les mêmes mecs qui reviennent dans les rumeurs. Ils tout disent Scariolo, ils tout disent Scariolo, ils tout disent Scariolo. Et puis bon, bah voilà, Monsieur Ivanovic. Je suis pas du tout content parce que je pense que Banqui a été saqué et c'est pas mérité. D'autant plus qu'on a vu quand même ce qu'il a pu faire l'année dernière en arrivant en façon express après la Coupe du Monde dans un effectif qui n'était pas le sien. Et bon, tu vas au play-in, donc c'est quand même un bel exploit. Et je pense vraiment qu'il pâtit bah, des mauvais résultats. Je pense que c'est un move, une fois de plus, qui a été fait pour peut-être calmer un peu la fanbase. Et on sait très bien que le coach est l'élément le plus facile à enlever dans ces moments-là. Je pense pas que l'attitude d'Ivanovic apporte quelque chose et un effet choc dans cet effectif. Parce que, bon, déjà, on a fait beaucoup de blagues, mais prenez soin de Marco Bellinelli, parce que le cardio, je pense il va avoir la langue qui va traîner au sol à la fin du premier practice. Et je pense pas que tu aies énormément de mecs qui a un déclic s'il apporte cette attitude extrême, militaire, rigide, comme on a pu le voir dans les derniers retours d'Ivanovic en Euroleague, ou ce qu'avait pu dire par exemple Chima Moneke, que oui, bah lui, pour lui, ça cliquait, il partirait à la guerre avec, etc. Mais je pense pas que ça ait un effet positif et quelque chose. Je m'attends pas à voir d'un coup Bologne qui se met à gagner 3 sur les 5 prochains matchs. Je pense que c'est juste l'effectif qui est trop faible sur beaucoup trop d'aspects et je pense pas qu'il fasse grand-chose malheureusement. J'aurais préféré qu'il garde Banqui, qui a un très bon coach et qui se fait saquer pour rien, je trouve. Alors en plus, signe du destin, prochain match de la Virtus à Baskonia. Celle-ci, elle est pour la postérité et je suis sûr qu'ils vont essayer de le prendre. Mais le programme d'Ivanovic pour ses débuts, donc Baskonia, puis après Olympiakos au Pirée, réception de Barcelone, aux petits oignons pour débuter son expérience. Il y aura réception aussi de l'Asvel pour finir l'année. Euh, Puis après, bon, Panathinaikos. Ah, voilà, on juge. Réception de l'Asvel pour finir l'année, c'est quand ça? Ça sera le 27 décembre. Et après, ça Ah bah rejouera oui, le 3 janvier au Panathinaikos. on doit déjà entamer la phase retour du coup. Ouais. Exactement. Voilà pour les news. On va passer à ce qu'on a retenu de cette double semaine, J13 et J14. Et on commence tout de suite avec une déclaration. Ça y est, le chef des champions d'Europe se fâche. Après une défaite, honteuse pour eux si on veut. Bon, on leur a donné la leçon. Logique pour toi. On leur a fait la leçon. Après la défaite contre le Partizan 91 à 73 du côté de Belgrade, Ergin Ataman a blagué. Attention, guillemets, je suis pas sûr. Il a dit qu'à partir de demain, donc c'était jeudi, je crois, le match, donc à partir de vendredi, il mettait ses joueurs à la boxe. Le manque d'implication des joueurs a été souligné et il a déclaré à ce stade-là, c'est impensable pour nous de retourner au Final Four, mais j'imagine qu'une grosse défaite, c'est bien pour laisser la frustration sortir. Le basketball n'est pas seulement une question de présence sur le parquet, c'est aussi une lutte. Bravo aux joueurs du Partizan, car eux se sont battus, ont été agressifs. Voilà pour la déclaration d'Ergin Ataman. Lucas, qu'est-ce que t'en penses? En sachant que, tu peux le dire, c'est pas comme si on avait prévenu, hein, que les joueurs du Pana étaient en mode sénateur depuis un petit moment quand même. Non. Du Ataman dans le subtexte. Moi, j'y vois, j'ai souvenir de petites déclats comme ça, vraiment pour piquer un peu l'ego de ouais, c'est des petites. Bon, bref, t'as compris. Donc voilà, il y a eu une session, je crois, de plus de 2 heures, séance vidéo plus practice, retour à Athènes. Bon, ça va être le petit déclic qui fouette un peu, tu sais, l'animal, le cheval, le bœuf jusqu'au sang. Il va peut-être avoir une série 3-4 victoires et puis ils vont se remettre en mode pantoufle. C'est... Il y a un côté un peu télé-réalité, tu sais, de les suivre, le Ah ouais, Panathinaikos. c'est tellement ça. Mais honnêtement, bon, c'est de la gestion d'hommes, là, c'est d'hommes avec un grand H. Et puis on verra, mais honnêtement, ça m'est passé un peu au-dessus, ça m'a fait rigoler. Et puis je pense que
Il y a des mecs qui vont mal le prendre. Je vois bien Kendrick Nunn mal le prendre. J'espère que le sort va enfin se mettre à jouer cette saison parce que j'ai entendu un collègue français dire que c'était le meilleur poste 5 cette saison. Il y a pas beaucoup de postes 5 qui font des belles saisons, mais pour l'instant, je reste un peu sur ma faim, on va dire. Il y a un mec du côté du Bayern qui mériterait bien une All Euroleague Team cette année, tu vois. Eh ben justement, on y arrive. Ataman maîtrise parfaitement sa com, hein, on le sait. Et puis, du coup, il essaye de piquer un peu ses troupes juste avant un déplacement à l'Anadolu. Voilà, histoire pareil, clin d'œil à l'histoire. Puis ensuite, t'enchaînes. Alors, c'est très facile pour lui, mais t'enchaînes contre Milan et Basconia à la maison. Donc, normalement, si tu joues ne serait-ce qu'un petit peu, 3-0. c'est plié. Et ensuite, tu te déplaces au Bayern, où là, effectivement, il va falloir se frotter à Monsieur Gordon Herbert et au duo Edwards Booker. Bah, il faut une réaction, il a choisi son beau moment. Si ça passe pas, on va se marier par contre. Ah, je pense que si ça Je s'enchaîne suis quelques désolé, mais défaites. le partisan, t'es censé les aplatir tous les jours, d'autant plus avec les failles qu'ils ont. Mais non, cette fois-ci, c'est pas passé. Carling Les Jones, failles. hein, Ah, Carly John. et Franchement, ton petit Sterling. ça a été vraiment incroyable. Et vraiment, pour parler de la prestation un petit peu du Partizan, j'ai trouvé que c'était peut-être le match le plus Et complet abouti. qu'ils aient fait. Ouais, abouti, complet. J'ai trouvé qu'ils étaient dedans du début jusqu'à la fin. D'habitude, sur les fins de match, tu sens des failles, t'as l'impression que ça. Et là, non. Tout le monde a apporté. Domination au rebond, alors que bah, théoriquement, quand t'as juste Eric Jones qui est en capacité de prendre des rebonds, bah, tu te dis on va souffrir. Et finalement, tout le monde a apporté. J'ai trouvé ça trop bien. Euh, Vrai pourcentage. Bon, après, t'es à la maison, donc à voir si tu refais la même chose sur la route. Mais non, vraie belle prestation avec effectivement un Carlick Jones. Allez sur notre compte X, j'ai mis la stat de Carlick Jones sur la bonne période du Partizan. Chaud comme la braise, le Sud-Soudanais, et ça fait extrêmement plaisir. On va parler d'une autre équipe aussi qui va plutôt mieux en ce moment. C'est Milan, septième, 8 victoires pour 6 défaites. Alors que la dernière fois qu'on en a 5 de parlé, suite. on avait mis une petite fléchette tranquillisante à leur coach. Et comme tu le dis si bien, 5 victoires de suite. Cette semaine, Il c'était suffit de tout à râler, la hein. maison. Il Oh, suffit bah, de râler. s'il faut, on va râler souvent sur sur d'autres clubs, hein. Mais 2 victoires à la maison contre Zvezda, puis contre l'Asvel. Euh, on ne va pas remuer le couteau dans la plaie. Je ne veux pas te faire ça. Euh, mais Milan va mieux. Et est-ce qu'on doit y voir un signe? Mais dans ce Milan va mieux, il y a un joueur, Cocorico, qui va très très bien. C'est le C'est Fab. monsieur Fabien Causer, qui a donc calé 20 points à 6 sur 6 à 3 points contre Zvezda, et qui a sorti une prestation magistrale contre Lasvel, 9 points, 9 5 points, 5 rebonds, rebonds, 3 3 passes, passes, 6 6 interceptions. interceptions pour 20 d'évaluation. Une défense sur Théo Maledon, tout casse-bonbon. Et donc le Fab, malgré son âge avancé, est dans une forme olympique. Euh, Qu'est-ce qui se passe du côté de Milan? Fabien, regarde-moi, hein. Ne refais plus jamais ça, s'il te plaît. Merci, cordialement, la direction. Non, écoute, on en avait parlé rapidement, mais je trouve que le fait d'avoir un peu des blessés sur le poste 5, d'avoir pu décaler Ledet et Mirotic, ça marche pas trop mal. Et surtout, on peut les taper, mais il y a toujours quand même ces systèmes défensifs de temps à autre de Milan avec ce rythme qui se veut, j'ai envie de te dire, mi-rapide, parce qu'ils sont capables quand même d'avoir du jeu où voilà, le ballon circule bien ces temps, c'est très intéressant à voir, mais de l'autre côté, sur cette défense placée, qu'est-ce qu'ils sont chiants, parce que tu as quand même des mecs avec de la taille et difficile à bouger, même si Mirotic a un peu signe astrologique, feuille d'automne qui se balade facilement. Mais il y a du bon, il y a vraiment du bon. Je peux pas m'empêcher de penser que c'est un alignement des astres entre les bonnes performances de tout le monde et un calendrier où, hormis le Fenerbahçe, t'es censé taper tout le monde, vu la gueule de ton effectif.
Mais Berlin, bon, Partizan, Maccabi, Fenerbahçe, Zvezda, Asvel, les dernières affiches. t'es censé les taper. Il y a eu de gros doutes sur les précédentes saisons, donc on peut se permettre de douter. Mais normalement, vu l'équipe, t'es censé les taper. Et il y a aussi autre chose. Donc Fabien fait un super bon passage depuis qu'il a été remis. On lui a redonné des minutes, des responsabilités. Tu sens que la machine est chaude là, donc ça tourne bien. Mais surtout, on utilise mieux Nenad Dimitrijevic aussi, hein. On le laisse pénétrer, on le laisse avoir ses ballons. Et ben, ça marche bien, ça marche très bien aussi. Donc tu te retrouves avec quatre joueurs qui carburent à fond. S'il y a des mecs qui ont pris les quatre joueurs qu'on cite en fantasy, normalement ça te fait beaucoup de points. Donc c'est bon pour une tentative de remontada. Mais voilà, je t'ai parlé du calendrier qui vient d'être passé. Les prochains, c'est à Barcelone, au Panathinaikos, contre le Bayern, contre l'Olympiakos. Un sur quatre. Enfin, ça va être passage euh, obligatoire pour juger un peu ton équipe là. Donc Milan, tu as constamment cette impression que c'est en dents de scie, que ouais, bah, ça gagne parce que tout clique. Mais on est persuadé qu'à un moment, ça va plus cliquer. Il y en a qui vont se foutre un peu sur la gueule. On va peut-être avoir une déclate de Messina comme l'année dernière où ah, bah, faut peut-être recruter encore un mec. Lui s'est blessé 2 semaines. Ça va plus. Et il y a les Iguanos qui se prennent la tête dans le vestiaire. Donc à voir. Mais au moins, je suis content dans le sens où est-ce que peut-être cette année, on va avoir Milan qui va arriver au play-in et on aura enfin cette équipe de Milan. Qui est quand même 5 étoiles sur le papier, qui doit enfin montrer un peu quelque chose en post-season depuis le temps qu'on attend. Donc, ça serait une bien maigre consolation sur toutes ces années passées à regarder pour rien. Mais une fois de plus, on y va vraiment avec des pincettes dans le pronostic futur, quoi. Et de ce que tu en dis avec ce calendrier, ça va aussi permettre de jauger Nicolas Mirotic, qui en ce moment est tout simplement Surchauffe. parfait. Les 5 dernières évals, 27, 26, 38, 28, 23, avec des bons pourcentages à 3 points, d'une feuille de stats complète. Zach Ledé aussi est très bon en ce moment. Euh, voilà, il va falloir répéter ce genre de performance face à des adversaires beaucoup plus costauds et qui sont donc tous dans le top 10 actuellement. Autre équipe qui, alors, va un peu mieux, entre guillemets. Oui, oui, oui. C'est pas non plus les Pas grandes. l'Eldorado, mais oui. Voilà. Mais ça va un petit peu mieux. C'est Baskonia qui, sur cette double journée, a gagné contre le Fenerbahçe dans un match. Je vais y revenir, que j'ai trouvé très intéressant, puis s'est incliné à Munich. euh, alors, on va être très honnête, ils sont inclinés en deuxième mi-temps, qui correspond au réveil de Carsen Edwards, qui était à une bulle en première mi-temps et Ouais. qui termine à 27 points au total. Mais Baskonia, je trouve que ça va plutôt mieux. Dans cette victoire contre le Fenerbahçe, ce que j'ai aimé, c'est la tactique de Pablo Lasso. Ils ont sorti une zone presse intéressante. Ils ont exploité la faille du moment du côté du Fenerbahçe, c'est-à-dire le secteur intérieur qui se cherche avec un Kembirch qui n'a pas l'air de plaire à Jasikevičius, un Marjanovic pas du tout utilisé, un Shanli sur courant alternatif. Et du coup, sur le match, c'est Donta Hall qui s'est régalé avec 14 points, 9 rebonds, des alley-oops de partout. Mais surtout, là où moi je vois des progrès, non, je ne parlerai pas de Marcus Howard malgré son 5 sur 9 à 3 points. D'accord, on va le laisser de côté. Mais c'est surtout le duo Kamar Baldwin et Trent Forest. Forrest qui est en train de vraiment se mettre au niveau. Alors, on a été critique en début de saison, et je ne change pas une ligne à ce qu'on a dit. Je trouve que l'effectif n'est pas encore assez complet, et du coup, les mecs jouent beaucoup trop. Mais en tout cas, force est de constater que Kamar Baldwin et Trent Forrest sont vraiment bons en ce moment. Kamar Baldwin dans le scoring. Pour ceux qui aiment les passeports, ils l'ont vu avec la Géorgie, il est capable de mettre des points quand il veut. Et là, c'est pour moi Trent Forrest dans l'organisation, les lancements de système, la création à la passe. Pour moi, il est en train de vraiment me conquérir. À noter le match contre le Fener, cette petite relance, petit pont, je sais plus sur qui. Sur euh, Nigel Davis. voilà, sur NHD.
Et la Petit petite pont, passe dans le dos pour Donta Hall derrière. incroyable. J'ai adoré cette séquence. Donc voilà, je trouve que cette équipe de Baskonia, et de toute façon, j'ai l'impression que c'est un petit peu le running gag. C'est Baskonia, on a envie d'aimer cette équipe. À chaque fois, c'est le bordel, mais on sent qu'il y a quelque chose, on sent qu'il y a un potentiel. Et là, je trouve que on tient quelque chose. Maintenant, allez savoir ce que la direction va faire, puisque dans les dernières rumeurs, Moneke pourrait partir, être sur le départ. Ils sont ouverts aux discussions. Donc Chima Moneke, qui voilà, est correct cette saison, quasiment 15 points, 6 rebonds, 2 passes, 18 dévals, qui a sorti un très gros match contre le Bayern de 25 points, 11 rebonds, 31 dévals. Euh, Malheureusement, il pourrait être sur le départ, ce qui pour Baskonia voudrait dire du cash pour renforcer cette équipe. Au final, Lucas, on en est où dans cette équipe de Baskonia, dans cette gestion? On avait vu juste dans le... Bah, il manque des gens, mais c'est toujours un petit peu le bordel quand même. Alors, pour reprendre un peu tout ce que tu as dit, je suis d'accord sur la bonne phase du duo Baldwin-Forrest. J'ai trouvé Trent Forrest très bon sur le quatrième quart-temps en retour comeback incroyable face aux Algiris Kaunas. Je crois qu'il met 8 points dans le quatrième quart-temps à côté de Moneke qui prend enfin ses 3 points et ses responsabilités. On l'a dit, depuis le début de saison, Moneke, c'est à peu près 2 fautes personnelles sur le premier quart-temps. Il sort et on ne le voit plus. Du coup, il est obligé de revenir en express derrière pour faire ses points, faire ses stats et essayer de faire gagner l'équipe. C'est rarement passé, mais ces temps, ça va mieux. Marcus Howard se met à rentrer un peu ses points, bah, ça t'apporte directement 10 points en plus dans ton équipe, avec un peu de spacing. D'autant plus que je trouve qu'il a été bien géré parce que sur le match contre le Fenerbahçe, il fait 3 fautes très rapidement et il a bien été monitoré. Ce qui remet en avant aussi une chose, c'est les rotations de Pablo Lasso qui ont été retravaillées. Et c'est ce qu'on disait lors de la preview. Si Baskonia veut se mettre à gagner et avoir un peu de succès, il va falloir que certains gars se retroussent les manches. On a eu un petit passage de Sander Ayesté sur le dernier match, mais surtout on a Rocavopoulos qui depuis 2 3 matchs passe les 10 points de moyenne à chaque fois. Donta Hall finit en double-double à chaque fois. Et on a cette line-up, je crois que c'est du coup Rocavopoulos, Baldwin, Forrest, ça doit être Sedekerskis et Hall, qui fait le taf quand Moneke et Howard ne sont pas là. Et ça change pas mal de choses. Qu'est-ce que j'ai pu noter d'autre? Le match face au Fener, bah, t'as quand même un très bon premier quart-temps parce que le Fenerbahçe s'entête énormément sur le Baldwin Ball, ce qui commence aussi à me taper un petit peu sur les nerfs, mais c'est pas le sujet du jour. Et il y a eu de très bons ajustements. Moneke est posé en défense en individuel sur Baldwin, ça l'a fait chier jusqu'au bout. Le jeu a été neutralisé à partir de ce moment-là. Déjà qu'il était cristallisé de base parce que monsieur garde la balle trop longtemps et n'en fait rien. Et derrière, en fait, l'équipe était complètement montée à l'envers ce jour-là. Il y avait rien de possible. Et, franchement, j'ai trouvé le basket des Basques sympa ces derniers temps. C'était vraiment plaisant à regarder. Et une fois de plus, voilà, c'est une question d'avoir bien récupéré les apports de tout le monde et d'avoir inclus trois quatre mecs. Voilà, le Baldwin et le Forest, ça y est, enfin en marche. J'ai hâte de voir comment Timothée Luwawu va se repositionner une fois de son retour de blessure. Mais au moment où on enregistre ce podcast, je trouve qu'il faut qu'il sorte du banc. Oui. Comme ça, Oui, tu te oui. gardes Moneke, Sedekerskis. Tu peux tenter Rokavopoulos en starter sur un exercice des 8 premières minutes, voir ce que ça donne. Mais je pense que du coup, d'avoir Louaou qui bascule en sortie de banc, on va faire un parallèle avec Moneke l'année dernière, mais tu vois, tu lui donnes des minutes, mais tu t'assures ce mec-là en sortie de banc, ça fera peut-être beaucoup de bien aussi dans une recalibration qui les aidera sur le restant de la saison régulière. Moi, je le vois comme ça. Après, j'en attends pas forcément plus. Il y a eu des bons passages de Khalifa Diop, mais il faut que ça devienne plus régulier et plus constant aussi. En fait, il y a un peu eu ce qu'on espérait, ce qu'on attendait, mais encore une fois, pas assez pour tout de suite s'enflammer et se dire, bon, bah, ça y est, ça va monter dans le top 10, quoi. On suivra donc Baskonia ces Ah oui, et du prochaines coup, j'ai semaines. oublié, le cas Moneke, jamais il part. Il partira cet été. Pour l'instant, c'est beaucoup trop cher. C'est un risque que peu d'équipes vont prendre. C'est un genre de move que certaines équipes pourraient faire en NBA. Mais là, financièrement parlant, ça représente beaucoup trop d'argent.
L'été dernier, le Partizan était venu demander le prix, je crois que c'était 1,7 million pour Moneke en buyout. Non. Si ça va mal, bah déjà, une bonne chose, il répond toujours sur le parquet. Les rumeurs sont senties, il a rien dit, il t'a posé un 24-11, un truc comme ça, je crois. Ouais. Donc déjà, le mec reste relativement pro et non, je suis là, je joue, tu vois. On le sait, on l'a vu tout l'été dernier, il nous a fait une Zumba de ah ouais, Barcelone c'est une super ville, j'adorerais jouer pour Ataman au Final Four, il dit ça devant Itudis et compagnie. Ah ouais, vraiment, j'adorerais jouer pour le Pana. Oui, on a compris, très bien. Et puis vas-y, que ça nous a fait toute l'ambiance sur la Serbie, etc. Très bien, très bien. Mais pour l'instant, t'es là, reste là. Si le club prend la décision de d'avoir un accord avec un club pour récupérer l'argent et t'envoyer, c'est autre chose. Mais toi, en attendant, là, reste là-dessus, fais ton taf parce que ça commence à grincer pas mal des dents sur son cas, à se dire que c'est quand même une belle girouette qui parle énormément. Je pense que les fans basques ont été bien gavés sur son sujet pendant l'été, on en avait parlé d'ailleurs pendant la preview. Donc de se dire qu'au moins s'il parle l'été prochain, mais qu'il nous a fait une belle saison, ça va calmer un peu tout le bazar. Mais s'il nous fait encore des dents de scie pour se barrer rapidos ailleurs, ça va pas le faire. Ça va pas le faire du tout. J'avais vu passer un tweet, alors je ne sais plus qui c'était, Urbonas ou des spécialistes espagnols, en gros qui disait que sportivement, Moneke, du côté d'un des deux clubs de Belgrade, ça pouvait être intéressant, ou du Pana, mais que financièrement, globalement, il fallait un gros marché et donc ça le renvoyait vers le Real. Voilà, donc Et je pense pas que le Real soit intéressé pour le moment. pour le moment, non. Donc on verra bien ce qu'ils vont faire avec Moneke. Dernier truc qu'on a retenu cette semaine, et ça devient un petit peu notre... comment? Marronnier? Je sais pas, ouais, vous qualifiez comme vous voulez, mais c'est Paris. Paris, ça y est, quand on regarde le classement Euroleague, ils sont premiers, tout seuls, cette fois-ci. Et quand on regarde la case, les 10 derniers matchs, 10-0. Que la win. Ça y est, Paris domine l'Europe, encore quelque chose de très fort, record pour un club français de victoires consécutives. Les hommes de Thiago Splitter sont sur leur rythme, puisque définitivement c'est eux qui imposent la cadence dans ce début de saison. Euh, Victoire tout d'abord, alors voilà, maintenant que ça a bugué. Victoire tout d'abord du côté de Belgrade face au Maccabi, et puis grosse victoire contre l'Olympiakos dans un match ultra intéressant Un pour des ceux meilleurs matchs qui... de l'année. Voilà, on est d'accord, dans deux styles différents, mais en tout cas, on a eu un très très beau choc avec du côté de l'Olympiakos, un Français qui a brillé, c'est Evan Fournier avec 25 points et 34 dévals. Record personnel Bon, de toute en façon, je pense qu'ils Euroleague. vont en écrire quelques lignes cette 15 saison. pions dans le quatrième quart-temps, c'est pas mal. pour Evan. Euh, mais ce que j'ai retenu, c'est d'abord Paris a gagné en costaud avec les tirs qu'il fallait au bon moment. Ils ont perturbé l'Olympiakos sur le début de match. L'Olympiakos, début de match, t'avais l'impression que c'était des cadets. Ils ne Abasourdi. savaient pas où mettre la balle, ils ne savaient pas attaquer, ils ne savaient pas comment se trouver sur un terrain. Bon, bah t'as les 10 autres zouzous là qui sont sur les lignes de passe ultra haut, ultra agressifs. Enfin, ils sont infatigables et c'était excellent. Donc ils ont très bien perturbé l'Olympiakos. Ça s'est rééquilibré un petit peu après, même si Paris a pris la mesure sur le deuxième et troisième quart-temps. Et l'Olympiakos a failli revenir et même passer devant. Ils sont passés devant pour la Oui, première fois du match un à petit 3 ou moment. 4 minutes de la fin. Ils avaient l'occasion de plier tout ça. Malheureusement, il y a des shoots qui ne sont pas rentrés. Derrière, Paris en profite. Comme je l'ai annoncé sur le groupe des gars là, en rattrapant le match, je disais aux gars d'Upset, il y a un truc qui revient sur les tirs décisifs de Paris, c'est la défense de Vezenkov. Donc sur le tir de Ifi et sur le tir de Shorts, à chaque fois, Vezenkov est coupable. La première fois, c'est que sur sa sortie sur l'écran avec Ifi, il n'est pas assez haut. Tu laisses ne serait-ce que 1 centimètre à Ifi, pour lui, c'est déjà un bon tir. Donc 3 points de Nadir Ifi. Et l'action d'après, il y a un drive de Maodolo où Vezenkov ne communique pas. Et là, malheureusement, il se retourne, fait la passe à TJ Shorts. Et TJ Shorts, ok, les 3 points, c'est pas son fort, mais quand il est tout seul avec un quart d'heure pour shooter, ça termine dedans. Donc ça a joué sur cette fin de match.
Cependant, je tiens à noter que l'Olympiakos a laissé quelques pistes pour perturber Paris, et notamment, il faut vraiment leur tirer un grand coup de chapeau, c'est la défense de Vildosa, Williams-Goss et Walkup Incroyable. sur la base arrière de Paris. On exclut un petit peu TJ Shorts, mais ils ont perturbé à des moments importants Nadirifi et Maodolo sur des prises à deux, sur des grosses pressions défensives qui ont fait perdre des ballons. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Et finalement, la solution est peut-être là. Euh, Prenez le choix de laisser TJ Shorts faire son show, peut-être. Ou alors, comme à un moment donné, le couper du ballon, mettre des grosses pressions sur les autres autour. Et vu que Paris est fort sur ces créateurs-là, sur Maudolo, TJ Shorts et Nadirifi, peut-être qu'on a un début de piste pour couper cette série. Pardon. Mais en tout cas, j'ai trouvé que stratégiquement, ça se répondait, c'était très fort. Et comme on l'a dit, ça a été un très très bon match de basket. Je vais pas trop réitérer ce que tu as dit, mais oui, le quatrième carton, c'est un must. Je voyais bien l'Olympiakos être capable de les enquiquiner. Bon, bah, visiblement, on a eu un petit peu raison. Je peux pas m'empêcher de penser comment a été la bonhomie du match avec un Mustapha Fall dans l'équation. Effectivement, l'Olympiakos qui jouait qu'avec Milutinov comme intérieur Ouais. de métier. Et je pense que Fall aurait pu vraiment les agacer par sa taille, justement, une fois de plus, c'est qu'il avait sa vision de passe, etc. Donc ça aurait été très intéressant. Ça a forcément gêné Vezenkov aussi dans ses déplacements en off-ball. Mais moi, je retiens aussi que bah, depuis quelques matchs, on dit que Maodolo prend de plus en plus la mesure de sa place au sein de l'équipe, qu'on a eu beaucoup de commentaires, beaucoup de critiques récemment posées sur son cas. Face à Barcelone, c'est 20 points en 19 minutes. Efes, rien derrière. Virtus, bah, 15 points. Maccabi, 19 points. Olympiakos, 8 points, mais un joli 5 passes qui comptent dans le quatrième quart-temps. À un moment, il faudrait poser un peu le respect sur cette personne parce que qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, bah, je suis désolé, mais il vous a fait gagner des matchs pour l'instant. Et bah, je suis agréablement surpris parce que je pensais vraiment que l'Olympiakos était l'équipe qui avait le plus de clés en main pour agacer Paris. Et une fois de plus, maintenant, bah, who's next? Et pour compléter tout ce que tu disais, puis pour appuyer un petit peu la physionomie de ce match, le manque d'intérieur du côté de l'Olympiakos, ça se ressent. Le Paris Basketball domine au rebond 40-26. Donc vraiment, il y a Il n'y a pas eu un photo. monde, en sachant que Paris, ils ont de l'énergie, ils ont des joueurs de grande taille. Et quand on Mais regarde c'est un des plus petits effectifs d'Euroleague, hein, en taille. et on regarde la case rebond, Malcolm 5, Hayes 7, Yantunen 7, ils sont tous un petit peu là, voilà, Ward 5 aussi, Shorts 3, ils viennent tous par l'énergie, par la combativité les récupérer. Et en même temps, pour vous montrer à quel point c'était serré jusqu'au bout, eh ben Paris fait 20 passes décisives, on se dit c'est cool, mais en perd 19. C'est ce que je soulignais sur mon propos juste avant. Donc voilà, ce match a failli tournée pour l'Olympiakos, mais c'est encore Paris qui domine. Et celle-ci, il faut les prendre, hein, ce genre de victoire. Et dernier détail, le taf de Banjassi. Voilà. Il y a Je- tellement de joueurs de Bon. l'ombre en ce moment. Oh, bah, de toute façon, Bah oui. Yantunen, hein, on l'a pas vu, mais très bonne gestion de ses fautes personnelles et la présence au rebond, bah, voilà, hein, une fois de plus. Cavalière sur un passage, je me rappelle, qui prend, je crois que c'est Milutinov ou je sais plus quel joueur dans le plastron, mais au final, c'est pas bougé, rien à foutre, il est là. Mais ouais, je crois que, il me semble, alors j'ai plus les chiffres, j'aurais dû aller les chercher, mais du coup, tu en as parlé. Paris a un des effectifs qui est le plus petit en taille d'Euroleague. Je me demande d'ailleurs si la moyenne des joueurs, c'est pas un 98. Je suis même pas sûr que la moyenne de l'effectif complet, il me semble que ça passe pas les. Enfin, vraiment, c'est vraiment dans le bas du classement. Donc bravo, parce que, il y avait du beau bébé en face quand même. Avec au programme un déplacement du côté de Villeurbanne pour la Mhm. prochaine journée. Et ensuite, ça enchaînera à la maison, on vous en avait parlé, contre le Real et le Fenerbahçe. Lucas, on passe à notre débat. Aïe, Et aïe, aïe. cette semaine, on va Aïe, être aïe. ronchon voilà, sur cette partie. Avec, ça y est, c'est officiel, l'annonce du Final Four du côté d'Abu Dhabi.
forcément pour le projet sportif, avec 50 millions qui a été proposé pour accueillir l'événement de l'année en Euroleague. Sur les 13 membres de l'Euroleague, donc les membres permanents, dont fait encore partie le CSK Moscou, malgré pour l'instant leur suspension, sur les 13 votes, il y en a eu 11 pour, 2 contre, et les deux contre sont le Real Madrid et l'Olympiakos. Lucas, comme ça, Final Four du côté d'Abu Dhabi, 50 millions. Première réaction, c'est quoi? Non, c'est honteux, décision de merde, on n'aura pas le choix, on va devoir l'avaler de toute manière. Et bah, toujours dans la ligne de ce long épisode dont on veut discuter, mais tu perds ta vitrine ultime qui est censée représenter les motos de ce qu'est le Rolex et Devotion, Every Game Matters, au profit d'argent. Qu'on vienne pas me dire qu'il y a un manque d'argent, que oui, alors il y a un plus à gagner, etc. Je suis dégoûté, même si on en avait parlé en podcast, il faut remonter, je crois, à plus un an et demi, où on dit que Dubaï en Euroleague, c'est imminent et que probablement il y aura un club comme Abu Dhabi ou au moins une participation d'Abu Dhabi dans les procédés. Mais voilà, tu m'as demandé rapidement, je préfère qu'on se fasse le ping-pong pour discuter, je vais pas tout lâcher d'un coup, mais catégoriquement non. Et mm, à part financièrement parlant, je vois pas l'intérêt de ce move-là. Et je comprends pas comment on puisse être pour. En sachant que ces derniers temps, la ville qui avait la cote pour l'organiser, c'était Belgrade, qui s'était même proposé pour organiser les trois prochains Final Four, avec beaucoup d'ego, je trouve, de la part d'un des responsables de La, Serbie, puisqu'il avait la dit, mafia serbe est trop forte. c'était très fort. C'était la République de Serbie a soutenu cette candidature et c'était le montant de départ en disant que ils avaient offert plus d'argent dans l'histoire du Final Four que personne en Europe n'avait jamais proposé. Donc pour eux, voilà, ils voulaient l'organisation du Final Four. Il n'y a pas eu d'appel d'offres. Nous sommes les seuls à avoir postulé au Final Four pour les 3 prochaines années. Absolument toutes les conditions demandées par l'Euroleague ont été acceptées. Elles sont très complexes et n'ont jamais été comme ça auparavant. Force est de constater que du coup, bah, les ambitions de Belgrade sont passées à la trappe. Euh, je suis vraiment pas emballé non plus. Euh, on dira ce qu'on veut, hein, mais il n'y a aucune tradition sportive là-bas. Il n'y a aucune histoire avec le basket. Il n'y a rien. Ce n'est C'est pas un pays d'Europe. Oui, voilà, c'est aussi ce qu'il faut dire. C'est que bah là, on va jouer les vieux cons, hein, mais je suis désolé, moi, quand on parle Final Four, c'est des ambiances européennes dans des villes européennes où tout le monde se rejoint à un moment dans l'année. Euh, Là, c'est non, c'est clairement non. Malheureusement, et tu l'as très bien dit, on va devoir faire avec parce que les clubs se sont embarqués là-dedans. Une des craintes qu'on a notées, c'est est-ce que du coup, ça ouvre la porte à tout et peut-être n'importe quoi. Donc là, on a une grosse rentrée d'argent, mais qui dit grosse rentrée d'argent, on va dire attente aussi du côté des Émirats en mode on vous accueille, on vous a donné une enveloppe, ben maintenant on veut retour sur investissement. Ça a commencé par la création du Dubaï BC, qui a été gentiment accepté en ABA League et qui pour l'instant on se débrouille pas trop mal, mais voilà. Donc ça veut dire potentiel arrivée en Eurocup et en Euroleague dans les années à venir. Pour l'instant ça avait été repoussé, mais on sait très bien que ça va Une arriver. question de temps. Voilà. Mais après, qu'est-ce que ça veut dire? Les Émirats vont avoir donc la manne financière pour à peu près tout. Donc ça veut dire quoi? Un club, puis un autre, puis la main mise sur le truc. Ils vont être rentrés dans le board pour avoir un pouvoir de décision. Donc on est à un tournant où il va falloir grandement faire attention. Est-ce que aussi c'est un des derniers virages avant une vraie ligue fermée? Voilà, où on va dire, ok, bah maintenant c'est les clubs surpuissants, on va balancer beaucoup d'argent, le Final Four sera toujours là-bas. Est-ce que c'est aussi un des derniers temps avant un potentiel partenariat avec la NBA, puisque la NBA veut organiser une compétition en Europe? Voilà, je trouve que cette décision de prendre Abu Dhabi en organisateur du Final Four, c'est pas anodin. C'est le début de quelque chose.
Donc j'ai pas très envie qu'on y arrive, vraiment. C'est vraiment pas un truc qui m'emballe. Je suis inquiet, je suis inquiet. J'arrive. Déjà, tu vas priver toute une population européenne de ne pas pouvoir se rendre à l'événement phare de ta compétition fermée. Parce que déjà, le prix des places, alors Le oui, il y a 18 000, déplacement, oui. Le déplacement, il y a probablement pas mal d'endroits où il faudra faire des escales, ça va coûter un rein. On va se retrouver avec une arena pleine d'influenceurs, comme on peut le voir au NBA Game à Paris, où les mecs n'y connaissent rien, ne connaissent pas les règles du basket, vont passer la moitié du temps sur leur téléphone à taper des photos, etc. Ou pourquoi pas même avoir, comme c'était pour la Coupe du Monde de football, de faux fans. Des mecs qui ont été recrutés je sais pas quel pays, c'était Bangladesh, Inde, Pakistan, et qui portaient des maillots du Brésil, de l'Allemagne et de la France en se faisant passer pour des supporters français, allemands et brésiliens, comme je viens de dire. C'est honteux. C'est honteux, mais une fois de plus, on est face au mal actuel dans le monde sportif. C'est que tout est potentiellement achetable. Et malheureusement, on accepte. On accepte parce que le sport n'est plus du tout devenu quelque chose de populaire. Il suffit de voir par exemple le football en première ligue. Je veux dire, toutes les ambiances vraiment populistes comme on a pu le connaître, on va dire 50, 60 années auparavant, avec des clubs à la Nottingham Forest, ça n'existe plus depuis des années. Ce ne sont que des produits sportifs qui engrangent des millions, des milliards d'euros chaque année, et l'objectif est purement mercantile. Donc quoi qu'il arrive, nous en tant que spectateurs, on peut pas y aller, mais on s'en fout. Vous aurez votre Squeak, vous aurez votre LTV, vous aurez votre stream du coin, et puis basta. T'es pas content, tu regardes pas. T'es content, bah tu regardes et puis c'est tout. Et de toute manière, quoi qu'il arrive, le bilan sera forcément tronqué et on va nous faire passer cet événement comme une réussite sportive. Oh là là, on ouvre enfin le marché. Du Moyen-Orient, de l'Asie, on aura soi-disant plus de viewers, on aura certainement plus de sponsors, plus de marketing, et t'en as qui l'ont très bien compris. On a eu la déclaration d'Andrea Tricchieri qui nous dit bah si ça permet de ramener des ressources financières à l'Euroleague, tant mieux. Mais les clubs n'en verront pas grand-chose. Ce qui va arriver majoritairement dans la poche, ça sera pour l'organisation, ça va pas être pour les clubs, même si il y a soi-disant une promesse de reverser, je crois que c'est 1 million à chaque club du, du, de ce noyau fermé pour l'instant. Mais ça fait toujours que 15 ou 18 millions de dépensés sur les 50 que tu vas encaisser, hein. voilà, et on va nous parler d'une réussite, sauf qu'en termes de logistique, c'est catastrophique. En termes d'éthique, c'est franchement discutable. L'impact écologique, ça va être honteux, alors que tu Ah, vois, par ça. exemple, en Formule 1, il y a des vraies décisions qui sont faites pour essayer de minimiser l'impact carbone des déplacements des GP, mais en même temps, ils font quand même ils font quand même le tour du globe pour réaliser leur Grand Prix, donc ça va être compliqué. De voir que seulement 2 clubs ont posé leur veto, moi je trouve ça absolument honteux. Mais ça peut être compréhensible parce qu'il y a des clubs de plus petit calibre qui vont peut-être se dire que voilà, si on peut, si on y va, tu vois, tu prends le Paris Basketball, s'ils vont au Final Four cette année, ça va être un boom incroyable pour eux. Ça va être complètement dingue. Donc, dans cette optique de croissance, t'es obligé de dire oui. Et une fois de plus, ça remet en contexte les rumeurs plus d'intégration de Dubaï et d'Abu Dhabi en... Alors d'abord, on sait que l'année prochaine, Dubaï devrait essayer d'intégrer l'Eurocup pour ensuite débarquer en Euroleague. Mais surtout, ça remet bah, voilà, toute l'éthique sportive. Qu'est-ce que tu dis aux clubs d'Eurocup qui se battent depuis des années pour essayer de monter en Euroleague? Qu'est-ce que tu dis aux clubs qui galèrent en Euroleague et bah, soit qui essayent de rester, soit on les force à rester? Par exemple, l'Alba Berlin cette année qui ne voulait pas payer le million d'euros pour intégrer l'Euroleague et qui voulait potentiellement être rétrogradé, qui a demandé à être rétrogradé, mais on leur a dit non. Quid de tout ça? Qu'est-ce que tu dis à des clubs comme, bah voilà, il y avait les London Lions au début, il y a eu récemment, tu as un paquet de clubs turcs israéliens qui essaient de monter. Qu'est-ce que tu dis à la Gielbourg, à Grande Canaria depuis des années qui essaient de monter que, ah bah non, désolé, en fait, vous allez vous faire doser par 2 clubs de Moyen-Orient qui sont sortis de nulle part et qui ont acheté en fait les droits sportifs d'un ancien club qui a fait faillite qu'on a intégré dans un autre pays, alors qu'eux sont dans un autre pays pour intégrer une compétition qui n'est même pas de leur continent. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. Mon autre problème, c'est que je pense que les joueurs vont fondamentalement s'en battre les cacahuètes.
C'est-à-dire que les mecs vont prendre leur avion, ils vont aller à Abu Dhabi, ils vont prendre un peu le soleil, ils vont avoir l'événement sportif, la finalité sportive sera là, le titre ou non, pour ceux qui se seront déplacés, et que bah, ça risque certainement d'essayer de tenter de recruter des joueurs, de leur dire bah regarde comment on vit bien ici, regarde si tu viens ici on va te mettre tant d'argent, si tu joues ici bah tu seras dans cette salle-là, on va te mettre de bonnes infrastructures et on va te mettre bien. Et ça va être le même problème qu'on suit en fait dans le monde entier. La NBA et le football globalement, on suit cet exemple-là. Il y a eu des rumeurs persistante aussi sur le changement de naming de Turkish Airlines Euroleague. Donc l'accord, il me semble, a été peut-être prolongé, mais on sait déjà depuis quelques moments que des groupes comme Etihad essayent de récupérer le naming, le sponsorship de l'Euroleague. Donc une fois de plus, si tu rajoutes ça, bah, ça ne fait qu'empiler des trucs où les mecs, comme tu as dit, vont dire, bon bah voilà, on vous a filé du pognon, maintenant on veut notre part du gâteau aussi. Notre part du gâteau, ça s'appelle avoir une équipe. Et ça va me saouler. Euh, Parce qu'à côté, voilà, tu as des clubs qui n'ont pas encore la licence. Qu'est-ce que tu leur dis? Qu'est-ce que tu dis, par exemple, à l'Alba Berlin et aux Partisans l'année prochaine, si on les force à descendre pour récupérer des mecs comme, enfin, des clubs comme Dubaï et Abu Dhabi? Parce que à l'heure actuelle, euh, Paris est en super bonne verve, donc déjà ça prend un spot parmi les invitations à recevoir. Et forcément, ça va être un club potentiellement historique qui va en pâtir. Comme je viens de dire, le Partizan, ça peut être Zvezda, ça peut être Bologne, comme on l'a vu dans la shortlist que Paulus Motiejunas avait cité l'été dernier. Qu'est-ce que tu dis au CSK et au Zénith? Bon, le Qu'est-ce que CSK, tu ils leur s'en dis? foutent pour l'instant. Ils sont dans le pouvoir de décision. Donc, Oui, mais c'est eux qui arrivent à qu'est-ce que tu foutre la leur, merde alors que qu'est-ce que tu potentiellement, ils leur s'y dis rendent pas. si d'autres clubs reviennent alors qu'eux n'en font toujours pas partie? Tu peux citer toujours le conflit géopolitique. Qu'est-ce que tu dis à tous les fans, à tous les groupes que finalement leur club bah, va être voué à disparaître ou potentiellement à aller dans une autre compétition? On a les Berkane en disant bah, on condamne fermement ce qui passe, ça nous plaît pas. On a déjà eu un aperçu de ce que ça donnait du basketball quand les fans, les vrais, une fois de plus en citant le devotion, le caractère voilà, dévouement, ils ont dit hein, quand il y a eu le Covid et que ça jouait à huis clos, on a vu la différence, hein. Et c'est quand même la vitrine de base, c'est quand même un des arguments phares de l'Euroleague depuis des années, de se dire que on a sur les réseaux sociaux avec les matchs de pré-saison à Belgrade ou et compagnie. Donc au bout d'un moment, il faudrait voir à pas se mentir. Et tu as parlé de la NBA, je pense que dépouiller le produit qu'est l'Euro. Ils n'auront jamais la main sur l'Euroleague, donc probablement ils vont créer une Euroleague alternative. Et on a déjà eu parlé de ça, et je pense que c'est ce qui va arriver. Et si tu fermes le, peut-être que justement la NBA va arriver en disant bah nous on monte notre projet, on veut clairement se détacher de tout ça, et, euh, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu peux tout perdre. Et ça fait quand même plusieurs années qu'on a beaucoup de critiques vives d'organisations, de clubs, de partenaires passés par l'Euroleague qui disent que tôt ou tard, le produit va se foirer. Et quand la foirade va commencer, ça va être catastrophique. C'est une fois de plus une décision qui montre que ça en prend tout le chemin. Et bah, nous, en tant que fans, on se soucie de ce qu'on voit, du projet globalement sportif qu'on apprécie depuis des années et c'est pas une question qu'on n'a pas envie que ça change, mais faites attention à ce que vous voulez faire par pur souci monétaire, on va dire. Pour compléter ce que tu étais en train de dire, il y a eu plusieurs réactions. Donc, Andrea Trinchieri en a parlé. Il a dit: tout est bon à prendre pour booster le basket européen, que ce soit en termes de visibilité, de marketing, de ressources financières. Je n'ai pas tous les détails de cette décision et si elle durera dans le temps, mais s'ils ont fait ce choix, c'est qu'il y a de positifs à prendre pour eux, donc aussi pour nous, club d'Euroleague. Lui, il regrette aussi Calendrier. le calendrier beaucoup trop intense. Il veut conserver la notion de Every Game Matters, t'en as parlé. Avec autant de doubles semaines, ce n'est pas le cas. Autre propos, c'est celui de Marco Baldi, donc membre de l'Alba Berlin, justement, qui souligne très bien le manque d'organisation et
de cohésion entre les clubs de cette compétition. Il dit en dehors des titulaires du permis A, personne ne participe à ces consultations et prises de décision. Cela ne se fait pas non plus de manière purement informelle. Je pense que c'est pour le moins discutable. Le gros problème de l'Euroleague semble être qu'il n'y a pas de consensus parmi les clubs. La structure de gestion et la prise de décision sont complètement passées d'un ancien PDG, Jordi Bertomeu, au club sous licence A. Cela peut être bien, mais s'il n'y a pas d'unité, cela devient très difficile. C'est là que nous nous trouvons quelque part en ce moment. Mais c'est une vue de l'extérieur, comme je l'ai vu, comme je l'ai dit, tout en complétant l'envie du club de Berlin de rester et de continuer dans cette compétition. Je le dis clairement, nous aimons l'Euroleague et nous voulons y être aussi. Mais s'il n'y a pas de stratégie claire sur la manière dont nous voulons réellement nous positionner à l'avenir, alors il nous est difficile de faire une déclaration claire et de dire peu importe du moment que nous jouons l'Euroleague. Une stratégie claire n'est pas visible pour le moment. Nous ne pouvons pas nous engager si nous ne savons pas où nous allons. Et enfin, pour conclure sur les citations et sur le choix d'Abu Dhabi, il a été dit, Abu Dhabi représente un premier pas dans une nouvelle région. Reste à savoir si cela pourra conduire à d'autres activités au Moyen-Orient. Cette première expérience apportera de nombreux enseignements qui éclaireront les discussions futures. Moi, Voilà j'ai sur... hâte. J'ai hâte des calendriers futurs où tu vas avoir un club comme, on va dire, l'Asvel, tu vois, avec un budget relativement moyen, avec des finances relativement moyennes, qui, je te dis pas, bah voilà, le week-end, ils vont jouer à Limoges. T'as double semaine d'Euroleague et tu dois être déplacé à Kaunas et puis après, il faut aller jouer à Dubaï ou à Abu Dhabi. Non, Ouais, mais. bon courage. Bon courage. Puis Euroleague, une fois de plus, on en a parlé ensemble. Je crois que tu avais fait un super épisode avec Aaron Sell auquel on vous renvoie, parce qu'au final, bah, Ça n'a ça pas a beaucoup perdu changé. en valeur. Mais enfin, je veux dire, on marche sur la tête sur beaucoup trop de notions de base, juste parce qu'il y a une valise qui a été crachée devant nous. Et une fois de plus, moi je suis les Émirats Arabes Unis. Faites votre ligue. Enfin, améliorez votre secteur local. Prenez d'autres pays avec vous. Vous avez les moyens financiers, faites-le. Et après, une fois que vous avez montré que oui, bah nous aussi, on est en train de devenir un pays de basket parce qu'on aime le basket, parce que voilà, bah on a eu du succès avec nos clubs récents. Essayez de faire quelque chose à ce moment-là, mais arrêtez de tout acheter constamment. Enfin, c'est un combat sans, c'est un combat contre nous-mêmes, nos pauvres âmes, parce qu'on ne peut rien y faire et parce qu'on va être obligé d'avaler la pilule, comme je l'ai dit, mais de toute façon, c'est perdu d'avance. Et on va s'étendre, pour finir cette discussion, on va s'étendre à d'autres sports, puisque dans les articles qui sont sortis dernièrement, avait été souligné que Abu Dhabi avait la tradition de savoir organiser des événements sportifs. Ont été cités notamment la Formule 1 et l'UFC. Mais justement, je suis allé chercher pour avoir un vrai retour de ce que les gens en pensent. Et je suis tombé sur un article où Carlos Sainz, pilote de Formule 1 chez Ferrari, euh, évoque justement ce changement qui s'effectue aussi du côté de la Formule 1, puisque de plus en plus de circuits arrivent dans les Émirats et au Moyen-Orient, délaissant de plus en plus les circuits en Europe. Et lui, voilà, il dit que dans l'ensemble, le sport a évolué vers un plus grand nombre de courses en dehors de l'Europe et que probablement pour des raisons économiques et évidemment politiques, ces choix ont été faits. Cependant, pour lui, dans un monde idéal, je pense que la saison de Formule 1 devrait comporter 20 courses. Sur ces 20 courses, je crois fermement que 6 à 8 d'entre elles devraient se dérouler en Europe, car c'est de là que vient le sport. Et on retrouve aussi dans plein d'autres articles j'en ai pris un notamment qui vient de l'Auto, donc un journal euh, consacré à la voiture et notamment à la Formule 1, qui titre L'Europe menacée, la F1 pourrait réduire ses grands prix historiques. Et beaucoup de monde est en train de craindre sa place. Monaco a sauvé sa place au dernier moment, mais à quel prix? Euh, et justement, est souligné que les nouveaux marchés, et notamment le Moyen-Orient, est en train de menacer l'héritage européen de ces courses. Euh, et notamment, le dernier paragraphe, c'est l'avenir des circuits européens en sursis. Donc c'est très mal vu par plus ou moins tout le monde, notamment les pilotes qui, eux, sont en première ligne et qui sont attachés à ces circuits. Donc Monaco, on disait Spa, Monza, Monza, Spa. etc. Donc
C'est pas bien vu, mais les directions ont l'air de s'en contrecarrer au profit de l'argent. Donc voilà l'avenir du sport en général, l'avenir de l'Euroleague est donc en train de s'écrire du côté d'Abu Dhabi. On n'est pas spécialement pour, vous l'aurez bien compris. N'hésitez pas en tout cas à nous faire part, Commenter, ouais. vous, de votre idée sur la question. Mais en tout cas, c'est un moment bien triste qu'on est en train de vivre dans l'organisation de nos compétitions préférées. Lucas, je crois qu'on a plutôt fait le tour de la question. Je vois nos mines, elles se sont un petit peu déconfites. On est parti sur des news et puis là, Bah, on est un peu chafouin là. parce que tu sais qu'on a des informations depuis un moment et qu'on sait que ça allait arriver, et bah tant que ça n'arrive pas, ça va, mais une fois qu'on a l'officialisation, bah ça casse un peu les. Ouais. On va se quitter là-dessus. Donc, comme je vous le disais, n'hésitez pas à faire un tour sur nos réseaux sociaux, Oui, on notamment veut vos sur avis, hein. YouTube. Commentez, mettez un petit pouce. Abonnez-vous aussi à YouTube. Allez checker nos différents hebdos de cette saison, les interviews, les concepts qui arrivent. Il y a du lourd qui se présente là avant la fin de l'année, des petits concepts sympas comme vous en avez l'habitude. Et sur ce, on se dit à très bientôt. Regardez du basket avec passion. Ciao, ciao! Ciao.